Nous avons décidé de faire cette vidéo dans le but de mieux faire connaître notre profession. Notre profession, elle est mal connue, méconnue, parfois maltraitée. Et donc, je pense que c'est un peu notre rôle de dire ce que nous faisons et d'apporter des informations sur notre métier. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que tu puisses te présenter, dire ce que c'est que la psychologie. Donc moi c'est Monsieur Johnny Basselet, et donc je suis psychologue, un psychologue clinicien. Donc je travaille dans cette structure qu'on appelle Transanima. C'est une structure qu'on a mise en place après ma retraite, parce que j'ai travaillé pendant de 83 à 2013 au service de psychiatrie de l'hôpital Yalgado en tant que psychologue clinicien, qui nous sortent un peu du cadre hospitalier pour aller directement vers une institution qui leur propose des choses de proximité. Voilà, Transanima, c'est un lieu où on peut se retrouver entre psychologues. Quand on est psychologue, on se dit d'accord, on soigne, d'accord, on a des clients, mais il faut soi-même prendre soin de soi-même, c'est-à-dire faire en sorte d'être relativement bien dans sa tête, dans son esprit, pour pouvoir s'occuper des autres. Ça passe par ce qu'on appelle une supervision, une intravision, à savoir que on est supervisé, sa pratique est remise en cause et discutée avec d'autres psychologues pour voir si on va dans la bonne direction, si on maintient son cadre de pratique professionnelle, qui est un cadre relativement précis, balisé. Et donc il ne s'agit pas de faire les choses sans des références précises, dans le respect en tout cas de ce que sa science elle-même nous impose. Voilà. Justement, en parlant de référence, ce serait intéressant de dire à ceux qui nous écoutent comment on devient psychologue. C'est quoi un psychologue? C'est des choix et l'orientation vers la psychologie. Moi, je l'ai eu à la sortie de mon bac, de manière générale, mais en l'occurrence avec aussi les individus particuliers avec leurs problèmes particuliers. Et c'est ça l'orientation en psychologie clinique, n'est-ce pas? C'est de s'intéresser vraiment au fait singulier des personnes, même si c'est un groupe, mais que ce soit un fait singulier. Pas le truc qui intéresse tout le monde, etc., mais le truc psychologique. Voilà. Bien. Et donc, une fois qu'on a fait ce choix, comment se forme-t-on? Quelles sont les exigences en termes de formation pour prétendre au titre de psychologue? Pour être psychologue professionnel, il faut obligatoirement faire un diplôme de 3e cycle, être titulaire d'un diplôme de 3e cycle. Moi, je suis titulaire du diplôme de spécialisation en psychologie clinique. Et donc, ça fait que je suis, c'est la profession qui exige ça. En dehors de ça, avant ça, en deçà de ça, il n'y a pas de psychologue, on n'a pas le titre de psychologue. C'est Lyon 2, et là, c'est une université qui est d'emblée une université à tendance à orientation psychanalytique, et donc je suis censé avoir fait une orientation, être dans une université à orientation psychanalytique, mais c'est comme dans toutes les universités, il y a, n'est-ce pas, des instituts dans les universités. Et à Lyon 2, on a pu bénéficier d'un institut en sciences cognitives, d'un institut en gestalt, d'un institut, n'est-ce pas, qui concerne également le behaviorisme. Ça permet, à la fin, lorsqu'on choisit d'exercer certaines thérapies, d'aller vers certaines thérapies, de collecter tout ça pour les rassembler dans une pratique cohérente. Voilà. Oui, alors justement, en parlant de pratique, le psychologue, il propose quel type de service ou d'outils il propose à ses patients? Ça, c'est une première partie de la question, mais j'ai envie aussi de parler de psychothérapie, parce qu'on parle de psychologue clinicien, mais quelquefois les gens peuvent se dire, oui, psychologue clinicien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, le psychologue clinicien? Est-ce qu'il fait des psychothérapies? Est-ce qu'il ne fait pas des psychothérapies? Donc peut-être que tu pourrais nous apporter un peu d'éclairage là-dessus. Le psychologue clinicien, dans le temps, on appelait le psychologue hospitalier. C'est-à-dire la psychologie clinique, c'est quelque chose qui est né dans les années 1800, vers la fin des années 1800. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, la psychologie clinique.
le titre lui-même de clinique, là, je crois que ça a été utilisé de manière tout à fait spécifique. Lorsqu'on va voir un médecin, lorsqu'on va voir un psychologue, dans un premier temps, il y a un examen. Cet examen, n'est-ce pas, va permettre d'une part poser une indication thérapeutique et ensuite permettre aussi d'avoir une prévision. Et à ce moment-là, on peut donc opter pour un traitement. On peut opter pour un traitement et c'est aussi l'avantage de l'utilisation des tests et de l'utilisation des épreuves de diagnostic ou d'évaluation psychologique. Parce que tout simplement, n'est-ce pas, les traitements qu'on va instituer, on ne va pas orienter quelqu'un vers une thérapie analytique alors que la personne a du mal à manipuler les mots, a du mal à manipuler la pensée, n'est-ce pas? Donc on ne va pas l'orienter vers ce type-là. Or, les tests permettent de lire ça. Les aptitudes intellectuelles et les aptitudes émotionnelles de la personne permettent d'orienter vers un type de traitement ou de psychothérapie. Voilà. Bien. Alors justement, les psychothérapies, parce que comme tu dis, le type de traitement, ce qui veut dire qu'il y a une palette de psychothérapies possibles. Les psychothérapies, hein, on peut peut-être les regrouper en, je sais pas, en 4 ou 5, il y a un groupe de psychothérapie. D'abord, hein, le plus connu, hein, c'est la psychothérapie analytique, tout ce qui est en rapport avec la psychanalyse, ou alors ce qu'on appelle aussi la psychothérapie dynamique. Hein, okay, ou ce qui est important dans ce type d'approche thérapeutique, c'est de faire en sorte de se dire que tout part de conflits de l'enfance. Les conflits de l'enfance vont complètement, n'est-ce pas, guider, orienter la vie future, les réactions, les comportements, les ressentis, les émotions de l'adulte, de la personne âgée. Voilà. Ça, c'est la première vague, le premier courant de psychothérapie. L'autre psychothérapie, c'est ce qu'on appelle les TTC, les TCC, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales. La psychothérapie comportementale visera à faire en sorte de s'intéresser à rien qu'au comportement, ce qui est manifeste. On ne cherche pas à retrouver l'éprouvé de la personne, non. À ce qui est inconscient, non. On appelle ça la boîte noire. Ce que la personne ressent, a ressenti, c'est pas non, c'est la manière dont se déploie son comportement, c'est ce qui se manifeste dans ce qu'il fait, dans ses conduites, qui sera question dans la thérapie. Alors que la psychothérapie cognitive, va se baser sur la pensée. Elle, au moins, elle va ouvrir un peu cette boîte noire-là. Tes pensées-là, etc. Ça vient d'où? C'est quoi? Qu'est-ce qui se fait? Et c'est composé de quoi? Et faire en sorte que, parce que cette thérapie comportementale TCC visera, comme toutes les thérapies, à faire en sorte que les attitudes et les habitudes, le comportement changent. L'autre thérapie, hein, c'est la psychothérapie systémique ou interactionnelle. C'est une psychothérapie qui part du principe que les choses fonctionnent par système. Il n'y a pas tel et tel individu qui ne soit pas en interaction avec ceci ou avec cela dans son entourage, dans son environnement. C'est pourquoi c'est une thérapie de groupe, hein, où ce qui va être le plus en question, c'est les interactions entre les individus. Par exemple, la psychothérapie de famille. Hein, lorsqu'on vous amène un adolescent, cet adolescent va développer des comportements complètement réactionnels par rapport à son père, par rapport à sa mère. Alors, si vous ne vous intéressez qu'à lui-même et à lui seul, il est évident que vous passez à côté du fait que c'est un environnement qui doit changer, c'est un environnement qui doit être interpellé, qui doit faire être en thérapie et non pas un individu. C'est ça la psychothérapie systémique, hein, qui sont là. En dehors de ça, hein, il y a d'autres psychothérapies, hein, les évolutionnistes, hein, il y a des psychothérapies qui partent du principe que les choses, on est avec. On est avec, on n'y peut rien. Si on a peur de la foule, par exemple, on a peur de la foule, mais c'est quelque chose qui vient peut-être du grand-père, de l'arrière-grand-père, etc., n'est-ce pas, qui, au fur et à mesure, la famille a sélectionné un certain nombre de comportements d'évitement pour faire en sorte de préserver la famille, de préserver les gens. Voilà. C'est pourquoi on a tout un tas de tabous, hein, des tabous sociaux, n'est-ce pas, juste pour préserver l'espèce, pour préserver le clan, pour préserver la famille de la souffrance ou de tel et tel danger, événement à caractère traumatique.
Voilà. C'est que, en tout cas, pour ce qui concerne cette psychothérapie-là, que je peux évoquer rapidement. Voilà. Est-ce qu'on fait des mélanges en fait de thérapie au cours de notre exercice? Est-ce qu'on n'a pas nos propres recettes de thérapie en fonction de la personne? Merci, parce que j'allais oublier un autre courant de la psychothérapie, c'est la psychothérapie intégrative. Intégrative, là, on part du principe que le psychologue, n'est-ce pas, le psychologue est là pour utiliser, puiser dans ce qu'il faut pour faire en sorte que son client ou son patient puisse avancer, puisse changer, puisse s'apporter les satisfactions qu'il faut, un chemin, le cheminement qu'il faut pour aller vers des satisfactions qui lui sont propres, n'est-ce pas? Cette psychothérapie intégrative va puiser un peu de tout, n'est-ce pas? Bien sûr, on va faire passer. Et ça, par rapport à toute la psychothérapie, il faut peut-être partir de l'anamnèse. L'anamnèse, c'est quoi? C'est le fait que le patient qui vient avec un problème vient avec une demande, et cette demande, n'est-ce pas, c'est généralement un symptôme. Ce symptôme-là, on va refaire toute l'histoire de ces symptômes du patient, par où il est passé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il en a fait des autres symptômes qu'il a connus, n'est-ce pas? Et son itinéraire thérapeutique, ça a été quoi? Aussi bien médical, traditionnel, évangélique, religieux, charismatique, que d'autres thérapies ou psychothérapies. On va refaire l'anamnèse de son parcours pour s'orienter vers ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut encore apporter à ce patient-là, ou vers quel autre type de référence l'orienter. Voilà, moi j'utilise d'emblée la psychothérapie intégrative, ce qui correspond à ma formation, parce que les vieilles formations sont des formations touche à tout. Voilà, on a connu ça, c'est des formations touche à tout, et c'est ça peut-être l'intérêt aussi des vieilles formations, de nos formations de bon vieux temps. Ce ne sont pas des formations saucissonnées, où il y a une psychothérapie de la personne qui a un panari, une psychothérapie de la personne qui a, je sais pas, les oreilles qui bourdonnent, etc., où les choses sont saucissonnées, mais une psychothérapie qui va dans le sens de prendre en compte la globalité du sujet. Voilà. Et d'ailleurs, pendant les formations, nos enseignants nous incitaient à explorer autre chose que ce qui était enseigné à l'université, aller regarder telle ou telle thérapie, aller faire du théâtre spontané, aller faire d'explorer d'autres thérapies. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose qui était proposé et on demandait aux étudiants d'avoir cette curiosité intellectuelle et d'aller regarder différentes formes de thérapie. Oui, il y a une curiosité pratique, ça veut dire que les stages, généralement, on oriente les étudiants vers des stages, vers des lieux de stage où il y a telle et telle pratique qui est mise en œuvre. Par exemple, la psychosomatique, il y a des hôpitaux où la pratique, là c'est une pratique de psychosomatique, où il y a des hôpitaux qui utilisent également, n'est-ce pas, des thérapies comme la balnéothérapie, des thérapies, mais qui utilisent l'eau comme moyen thérapeutique, n'est-ce pas? Et il y en a d'autres qui utilisent tout ce qui est gymnastique, etc., ou l'hypnose, qui utilisent ça. Bon, donc, au niveau des stages, il y a des pratiques qui orientent les étudiants vers des lieux où il y a des spécificités de thérapie qui sont prodiguées aux patients qui sont dans ces lieux, hôpitaux et autres. Voilà. Alors, il y a un aspect qui me semble important à évoquer là. Tu en as parlé tout à l'heure quand tu disais quand il y a des blocages et des difficultés au niveau du transfert et du contre-transfert, il est important de se faire superviser, d'en parler avec un confrère. Quels sont les autres... quels sont les autres éléments de déontologie, de comportement, d'attitude que doit avoir un psychologue et un psychothérapeute nécessaires à la pratique de notre métier? L'une des clés de la déontologie, c'est le respect de sa discipline.
il faut faire en sorte que sa pratique, n'est-ce pas, ne mette pas en cause, ne mette pas en danger. Il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Donc, quand on a une séance, on vit une séance, d'une pratique, on fait en sorte que cette pratique-là, de faire en sorte que cette pratique, voilà, on lui apporte quelque chose. Lui apporter quelque chose, là, c'est d'abord respecter sa déontologie. Sa déontologie qui voudrait qu'il faut considérer l'être humain dans sa globalité. Il faut un respect total à la personne. Il faut que tout ce que vous faites, n'est-ce pas, ce soit quelque chose de positif pour la personne. Ne pas faire de mal à quelqu'un. Ça, c'est vraiment un des aspects de la déontologie. Et il faut faire en sorte que, par rapport aux collègues, par rapport aux autres personnes qui sont des intervenants, d'être de bons collaborateurs et d'utiliser des outils. C'est ça qui est important dans l'utilisation des outils thérapeutiques ou des outils de diagnostic ou d'examen, c'est que les autres psys peuvent vous juger, peuvent expertiser ce que vous avez fait, et c'est important que la pratique soit une pratique qui soit susceptible d'être expertisée. Voilà. Bien. Peut-être pour illustrer, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un patient, d'un client? Évidemment, on ne va pas rentrer dans des détails parce que, comme tu l'as dit très justement, la déontologie aussi, c'est de ne pas divulguer, c'est de ne pas dire des choses qui peuvent être entendues comme « Ah ben oui, c'est de moi dont parle le psychologue ». Évidemment, un cadre, une trame très large dans laquelle on peut avoir quel est un symptôme ou un signe qui a amené quelqu'un à consulter, qu'est-ce que tu as proposé et qu'est-ce qu'il est advenu au cours de la thérapie. Juste pour qu'on comprenne la trame de ce que tu viens d'expliquer. Quand tu fais l'examen psychologique de ce type-là, tu te rends compte que c'est des gens doués, voire surdoués. Ça veut dire avec ou sans maltraitance, c'est des gens qui réussiraient. Mais malheureusement, ils ont été conditionnés socialement à dire que, voilà, on m'a fait du bien. Le fait de m'avoir battu, ça m'a permis de me recentrer, de me contenir et de m'appliquer et d'être attentif à l'école. Mais non, la personne avait ses qualités, avait ses aptitudes et au contraire, elle souffre maintenant. Elle a beau être ceci, elle a beau être à une direction donnée, n'est-ce pas? Elle n'arrive plus à travailler. Elle n'arrive plus à trouver le sommeil. Dans le foyer, c'est quelque chose d'ingérable. Parce que quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a été maltraité, cette personne reste dans une sorte d'infantilisme où va être tentée d'infantiliser les autres. Voilà. Moi, ce qui m'a le plus, peut-être le plus fâché et gêné, c'est de trouver des vieilles personnes de mon âge, 70 ans, 80 ans, qui se mettent à pleurer juste à l'évocation de ce qu'ils ont vécu, des coups que leur a donné leur papa. Hein? À 70, 80 ans, vous voyez quelqu'un qui se met à pleurer, juste à évoquer ça, on se dit, mais voilà ce que c'est que la maltraitance. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question de savoir que ce qu'on fait là, on porte préjudice à quelqu'un, à un enfant. Parfois, vous avez des enfants qui sont difficiles à contenir. Ces enfants qui sont difficiles à contenir sont dans un environnement qui ne réussit pas à le contenir. Ce n'est pas l'enfant qu'il faut soigner, c'est cet environnement qui n'arrive pas à le contenir qu'il faut soigner. Il est important de redescendre au niveau des familles, pour identifier ce qui fait question. C'est important de temps en temps de faire un point précis sur notre pratique pour faire évoluer peut-être les regards sur la pratique des psychologues, quoi. Absolument, c'est vraiment très très important qu'on change le regard entre psychologues déjà aussi, même au sein de la profession. Je pense que c'est très important de montrer aux autres collègues ce qui se pense et ce qui se dit, ce qui se pratique, et de telle manière que ça soit aussi beaucoup plus lisible pour les personnes qui ont besoin de psychologues, qui veulent savoir à quoi sert un psychologue dans notre société. C'est vraiment extrêmement important. Voilà. Merci. Merci.